Bonsoir à toutes et à tous. Sommes-nous tout doucement empoisonnés par nos assiettes? La Ligue contre le cancer et l'association Foodwatch demandent l'interdiction de l'aspartame qui imite le goût du sucre dans nos cafés ou dans nos sodas light et qui est accusé d'être cancérigène. De fait, si bonne nouvelle, on guérit de mieux en mieux le cancer, à l'inverse, mauvaise nouvelle, on en détecte de plus en plus, notamment, ce qui ne manque pas d'inquiéter, chez les jeunes générations. Mais l'aspartame n'est pas le seul suspect. Sont également incriminés les plats ultra transformés de l'industrie agroalimentaire, les pesticides dont nous avons recouvert nos champs, ou encore la pollution au plastique qui se retrouve jusque dans l'eau que nous buvons. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Cancer ». Ces aliments qui nous empoisonnent. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Emmanuel Bibaud. Vous êtes médecin-chercheur spécialisé en oncologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Votre livre « Cancer Confidential », c'est aux éditions Les Équateurs. Bonsoir. Bonsoir. Lucie Jean-Baptiste, vous êtes diététicienne, nutritionniste à la Pitié-Salpêtrière dans le service d'oncologie digestive. Karine Jacquemart, vous êtes directrice générale de Foodwatch France. À paraître le mois prochain chez Payot, votre livre « Les dangers de notre alimentation ». Et Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France, au service Futur, Santé, Médecine et Climat. Je renvoie à votre article cette semaine, « Cancer digestif en hausse chez les jeunes ». Comment mieux les dépister. Merci de participer à cette émission en direct. Nicolas Béraud, on va commencer avec ce qui a été un choc cette semaine. C'est la une de votre journal Aujourd'hui en France. C'était mardi, s'il me semble. Pour la journée mondiale. Pour la journée mondiale. Et qui nous disait « Les cancers digestifs explosent chez les jeunes ». Ça a été un choc. Oui, et puis ça a énormément intéressé nos lecteurs parce que c'est très concernant comme sujet. On s'aperçoit dans les données en France et aussi à l'étranger que le taux d'incidence, donc le nombre de cas rapportés à la population de différents cancers, notamment les cancers digestifs, mais aussi le cancer du sein notamment, que ce taux d'incidence grimpait pour ces cancers chez les moins de 50 ans. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas tellement à comprendre pourquoi. Alors déjà, ça reste des effectifs relativement faibles. Il y a toujours plus de risques d'avoir un cancer quand on a 80 ans que quand on a 40 ans. Mais toujours est-il qu'on en a de plus en plus. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les facteurs de risque qui sont connus, obésité, alcool, tabac, etc., ne suffisent pas à l'expliquer, parce que les médecins, les oncologues, ils sont nombreux à dire que, en consultation, je vois des quadragénaires, des gens qui ont 35, 40, 45 ans, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne sont pas obèses, et pourtant, qui ont ces cancers. Et ils en voient de plus en plus. Donc on essaye de comprendre pourquoi. Il y a des grandes études qui sont lancées, en France, aux États-Unis. Pour la France, il y a notamment l'Institut Gustave Roussy, là, qui lance une grosse enquête, où ils vont suivre à la fois des jeunes qui ont un cancer et d'autres qui n'en ont pas pour essayer de voir les différences. Donc ils vont analyser avec des prélèvements de sang, de cheveux, etc., avec des questionnaires sur le mode de vie, d'éventuelles expositions à des produits dans l'environnement, ce qui pourrait expliquer ces différences. Et grosso modo, comme ces cancers sont de plus en plus fréquents chez les jeunes depuis 30-40 ans, on considère que tout ce qui est apparu depuis les années 50, 60, 70, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi dans l'environnement, fait figure de potentiels suspects. Et donc, en fait, on lance des enquêtes pour savoir qui sont les coupables, en sachant qu'ils sont certainement multiples. Il n'y a sans doute pas un facteur unique, sinon on le saurait sans doute déjà. Donc, c'est un assemblage de différents facteurs de risque. Professeur Jean-Emmanuel Bibaud, vous le constatez, vous, malheureusement, maintenant, on a affaire à des trentenaires, à des cadras atteints de cancer, ce qu'on ne voyait pas ou beaucoup moins auparavant? Alors, on le voyait, mais on le voyait beaucoup moins. Et malheureusement, ces personnes qui sont jeunes et qui sont atteintes de cancer sont souvent atteintes de formes assez agressives. Effectivement, des gens qui ont 35-40 ans. Et donc les recommandations que l'on a actuellement de dépistage, par exemple, à partir de 50 ans du cancer colorectal, sont en train potentiellement d'être reconsidérées. Et on se dit que peut-être qu'on devrait avancer cet âge-là à 40 ans, par exemple, pour faire le dépistage, pour être certain de ne pas passer à côté de choses qui, sinon, seraient difficilement traitables. Luce Jean-Baptiste, c'est un phénomène mondial, hein, vous le disiez, et c'est vrai que la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays de la haute gastronomie, a été choquée l'an dernier, pourquoi je dis ça, qui a été choquée l'an dernier par le cancer de Kate Middleton, et bien sûr, parmi les suspects, il y a l'alimentation. Mais bien sûr, vous avez bien raison. Tout ce qui rentre dans le corps, vous parlez de rentrer, rentrer par la bouche et rentrer par le nez. C'est-à-dire on respire, on mange, on boit. Donc il faut être conscient un petit peu de respecter son corps. Et les Anglais comme les Français ne mangent pas aujourd'hui la même chose. Leurs parents ou leurs grands-parents. On est absolument d'accord. Les anglo-saxons mangent un petit peu comme les Américains par certaines restaurations. Nous-mêmes, nous n'avons pas la même alimentation que nos parents. Les modes de fabrication ont énormément
énormément évolué. Nous sommes dans une période de surindustrialisation de notre alimentation. Ce qui manque le plus à l'heure actuelle, c'est le temps. Vous savez, je me souviens d'avoir retenu un chiffre dans les années 50. La femme au foyer, excusez-moi, hein, et j'adore que la femme travaille, elle doit travailler, mais dans les années 50, la femme passait 3 heures pour la conception du repas du soir, entre aller acheter les produits, les transformer, c'est-à-dire les cuisiner, pour que le soir, toute la famille puisse s'alimenter. À l'heure actuelle, je me souviens que dans les années 90, on en était à 20 minutes. Alors, si on se reposait la question sur à l'heure actuelle, en 2025, combien... Un micro-ondes, 2 minutes. Pink. Le temps. On court après le temps, mais il faut à un moment se poser les vraies questions. Et ça, c'est l'un des suspects dans cette hausse. Tout ce qui entre dans les produits transformés, dans les produits alimentaires, c'est effectivement l'un des potentiels suspects. Il faut encore le prouver. Et vous avez parlé du temps, la science, ça prend du temps. Alors, Karine Jacquemart, parmi les suspects, il suffisait de tourner la page du Parisien ce mardi pour voir ce titre. Faut-il interdire l'aspartame? Et c'est vous, avec la Ligue contre le cancer d'ailleurs, qui est à l'origine de cette pétition. Et avec l'application Yuka, qui touche des millions de gens, donc 2 partenaires avec qui nous avions déjà lancé... Alors l'aspartame, vous nous rappelez ce que c'est déjà? Absolument. Et 2 partenaires avec qui nous avons déjà lancé, c'est lié, fin 2019, une campagne pour faire interdire d'autres additifs controversés pour la santé, les additifs à base de nitrite et nitrate. Et on retrouve dans le jambon, pour donner une couleur rose au jambon, c'est voilà, ça? Du coup, pour recontextualiser, ce que je veux dire là aux téléspectatrices et téléspectateurs, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que dans les causes en fait, de l'alimentation de ces cancers, certaines causes sont identifiées et sont évitables. Donc Foodwatch se bat avec ses partenaires pour commencer par faire interdire tout simplement ce qui sont des substances qui n'ont rien à faire dans nos assiettes et exposent les consommateurs, les consommatrices à des risques qui sont évitables. Bien sûr, les résidus de pesticides, les PFAS, on peut en parler, mais là, on parle des additifs. Alors les additifs, il y en a 330 autorisés en Europe, c'est beaucoup trop. En fait, il y en a 50 dans le bio, mais 330 dans effectivement la production alimentaire industrielle. Les toxicologues alertent sur les risques. On va en parler, mais juste ma question était sur l'aspartame. Voilà, et justement, parmi ceux-là, commençons par interdire ceux qui sont dangereux pour la santé. L'aspartame, c'est du coup un édulcorant qui est censé remplacer le sucre, qui est 200 fois plus puissant pour donner un goût sucré et qui est censé être une solution au problème sucre. Or, c'est un problème qui ne répond pas au problème sucre puisqu'il y a des risques pour la santé et en l'occurrence des liens pour le cancer qui ont été démontrés par des études scientifiques. Alors l'aspartame se substitue du sucre bien connu des Français et donc dans le viseur de plusieurs associations qui demandent son interdiction pure et simple. Un appel qui relance le débat sur la place du sucre dans notre alimentation. Sujet de Nicolas Bidard, Théo Manval et Juan Nguyen. Chewing-gum sans sucre au fluor vous aide à garder les dents saines. Il a remplacé le sucre dans des milliers d'aliments depuis bientôt 50 ans. L'aspartame a un édulcorant au pouvoir sucrant 200 fois supérieur et sans calories supplémentaires. Mais faut-il l'interdire? C'est ce que réclame l'ONG Foodwatch, la Ligue contre le cancer et l'entreprise Yuka. Pétition à l'appui pour mettre la pression sur l'Union européenne. Donc on peut voir aujourd'hui qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont participé. Et cette pétition, elle vise à interdire l'aspartame au niveau européen. L'entreprise Yuka, dont l'application scanne les aliments pour connaître leur impact sur la santé, défend le principe de précaution. Il y a eu un additif qui a été aussi classé comme cancérogène possible il y a quelques années et qui a été interdit. C'est le dioxyde de titane puisqu'il était suspecté d'être génotoxique et cancérigène. Forcément, une substance dont on suspecte les risques de causer le cancer n'a pas sa place dans l'alimentation. Mais cette campagne a agacé l'un des membres du conseil scientifique de la Société française du cancer. Dans ce cas, interdisons aussi la pilule, le traitement hormonal substitutif et tant d'autres substances avec des risques relatifs comparables. C'est absurde. Car l'effet de l'aspartame sur la santé est sujet à controverse. Une étude de l'INSERM de 2022 identifie les premiers risques de cancer à partir d'une demi-canette par jour. Mais l'OMS est plus mesurée. L'édulcorant est classé comme cancérigène possible et non avéré, faute d'études suffisantes. La principale conclusion du panel est qu'il n'y a pas de preuves convaincantes, à partir de données expérimentales ou humaines, que l'aspartame a des effets néfastes après ingestion. L'autorité sanitaire européenne retient une dose limite plus élevée que celle de l'INSERM. Pour un adulte de 60 kg,
le risque cancérigène commencerait à 13 canettes par jour. Une certitude, l'aspartame entretient l'envie de consommer du sucre. Pour cette raison, il reste déconseillé. Le sucre, problème de santé publique, d'autant qu'il se retrouve partout. Selon l'ANSES, 77% de nos aliments comportent au moins un ingrédient sucrant. Alors dans les produits salés, une trace de sucre à un niveau faible de sucre peut permettre d'éviter une trop grande acidité, par exemple dans une ratatouille en conserve. Ça peut aussi permettre de mieux conserver un aliment, ou ça peut permettre de protéger un aliment de l'oxydation éventuelle, comme par exemple pour les saucissons. À l'automne dernier, un durcissement de la taxe soda est envisagé, désapprouvé par certains patrons de la grande distribution. Dans l'état obèse, je suis pour lutter contre l'obésité, y compris mettre la main à ma poche. Mais comme vous le savez, ces taxes, elles vont au budget de l'État, elles ne sont pas affectées. Donc tout ça, c'est du baratin. La proposition de loi est finalement adoptée, défendue par des députés de tous bords, dont l'écologiste Sabrina Sebaï. Plus il y a de sucre ajouté dans une boisson, et plus la taxe augmente. On voit bien les 3 paliers donc en termes de sucre. Donc voilà, inférieur à 5 en kilos de sucre ajouté par hectolitre de boisson, donc 0. Et ensuite, vous avez 2 paliers entre 5 et 8, où là, on a 21 € par hectolitre, et au-delà de 8, où là, on est à 28. Donc là, c'est une taxe beaucoup plus incitative. Le sucre, c'est quelque chose qui a un pouvoir addictif qui est extrêmement important. Il y a des chercheurs, d'ailleurs, au CNRS qui avaient travaillé dessus, qui expliquaient que c'est un pouvoir addictif plus important que certaines drogues aujourd'hui, le fait de consommer du sucre. Ça a des effets sur notre santé. D'abord, il y a des liens directs avec la question de l'obésité et toutes les pathologies qui sont en lien avec l'obésité. Je pense au diabète de type 2, par exemple, ou d'autres pathologies. La taxe soda avait généré près de 450 millions d'euros en 2023. Son durcissement devrait en rapporter 300 millions de plus cette année. Alors, question téléspectateur, Luce Jean-Baptiste, c'est Marilyn. J'ai supprimé le sucre blanc de mon alimentation et j'ai perdu 20 kilos en 6 mois. J'avais d'abord essayé l'aspartame à la place, sans aucun résultat. C'est vrai que si on prend de l'aspartame, c'est pour éviter le sucre, dont on nous dit que c'est pas du tout bon pour la santé, le sucre. Alors, à l'origine, les édulcorants étaient faits plutôt pour les patients diabétiques, qui avaient l'interdiction, en tout cas, de essayer de limiter l'apport en sucre. Le tout, si vous voulez, c'est que si on limite le sucre, je pense qu'on limite automatiquement un certain taux calorique. Le remplacer par quelque chose qui est, comment je pourrais dire, un représentant gustatif, qui, quoi qu'il en soit, est un exhausteur, donne envie de... je pense que là, réellement, oui, elle a perdu du poids parce qu'elle a arrêté les calories du sucre. Elle est revenue sur des produits, elle s'est déshabituée, une espèce de réhabilitation au vrai goût des aliments et certainement un équilibre alimentaire beaucoup plus normal. Karine Jacquemart, vous avez sorti également Foodwatch, très prolifique, une étude qui montre que le sucre, il y en a partout. Alors, il y en a spécialement, et ça, c'est dur à entendre, dans les produits premier prix, ceux qu'on a achetés, qu'on achète en priorité depuis la période de forte inflation. Oui, on a publié cette enquête il y a 3 semaines qui a étudié 12 catégories de produits, 400 produits, et qui a démontré que dans chacune de ces catégories de produits, les 5 produits les moins chers sont plus sucrés en moyenne que les 5 produits les plus chers. Pourquoi on a fait ça? Déjà pour démontrer ce que tous les experts disent déjà, l'offre alimentaire globalement est trop sucrée. On a trouvé du sucre ajouté, même dans la catégorie conserve de petits pois, hein, ce qui est une aberration en soi. Et ensuite, ce qu'on a voulu démontrer, c'est ce qu'on dénonce depuis 1 an et demi, et notamment auprès des décideurs de la grande distribution. Je rappelle que les 5 principales enseignes contrôlent 80% du marché, et c'est vraiment eux qui sont responsables de ce qui rend accessible ou pas et à quel prix. Et on soupçonnait qu'ils fassent des marges trop importantes sur les produits les plus sains, privant des millions de gens de l'accès à cette alimentation saine, et qu'ils attirent vers des bas prix mais à coût très important sur la santé, et c'est ce que cette enquête démontre de nouveau. Donc on en appelle à leur responsabilité d'être transparents sur les marges, de réduire la quantité de sucre, et on demande aussi au gouvernement depuis 1 an et demi de la transparence sur ces marges, et peut-être aussi d'encadrer les prix des produits les plus sains, parce qu'aujourd'hui des millions de Français et Françaises n'accèdent pas à l'alimentation saine, et c'est totalement inacceptable. Nicolas Béraud, c'est vrai que alors on peut peut-être faire aussi le procès de cette industrie agroalimentaire quand par exemple,
on se dit tiens, je vais manger ça, je vais prendre une soupe, je sais pas, au potiron, alors au supermarché, alors on regarde sur la brique, il y a énormément d'aliments dont on retrouve du sucre, des exhausteurs de goût. Beaucoup d'additifs dont personne ne connaît ni l'existence, ni à quoi ils servent, ni les impacts qu'ils peuvent avoir. Si on veut... Ainsi fonctionne la filière agroalimentaire. Si on veut manger une bonne soupe au potiron, la façon la plus simple, encore faut-il avoir le temps, c'est d'acheter un potiron, de mettre de l'eau ou du lait et de la faire soi-même. Et sinon, de faire attention effectivement à l'étiquetage. On peut utiliser l'application Yuka qui, en scannant le code barre, peut nous donner une indication sur la qualité nutritionnelle du produit. Les soupes pour lesquelles il y a le Nutri-Score qui est affiché, vous savez, le fameux logo de A à E, peut aussi nous donner une indication. Ce que vous disiez sur le fait que les produits bons pour la santé étaient souvent plus chers, et donc qu'à l'inverse, les produits mauvais étaient souvent plus chers, les bons étaient moins chers, les mauvais étaient plus chers. Ça vaut aussi, par exemple, pour les produits allégés en sel. Alors le sel, c'est autre chose, c'est d'autres types de problèmes. L'excès de sel peut entraîner notamment un risque accru de maladies neurocardiovasculaires. Et ce qu'on constate, c'est que pour un autre sujet, je suis allé faire un tour dans des supermarchés, par exemple, les jambons allégés en sel, à poids équivalent, à la même marque, au même modèle, sont plus chers que ceux qui ne sont pas allégés. Donc en fait, ça veut dire que les personnes qui ont peut-être les plus de difficultés à s'acheter, à arrondir leur fin de mois et qui veulent s'acheter du jambon et qui regardent le prix, ils vont sans doute prendre le produit qui est le plus salé parce qu'il est le moins cher. Et les nitrites. Professeur Jean-Emmanuel Bibaud, est-ce que vous êtes embêtés, vous les scientifiques, parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a un lien prouvé dans l'équation que ces exhausteurs de goût, ce sel, ce sucre qu'on retrouve jusque dans les cornichons, ça pourrait expliquer cette dérive quand même. Alors je reprends le chiffre sur les cancers des jeunes, plus 79% entre 1990 et 2019 chez les moins de 50 ans. Alors, pour répondre à la question, il faut comprendre que les gens qui font des recherches sur ces thématiques-là ne détiennent pas de base la vérité absolue. Ouais. Et donc ils cherchent, ils tâtonnent par définition, c'est pour ça qu'on les appelle des chercheurs. Typiquement pour l'augmentation du risque de cancer chez les jeunes, on sait, il y a des hypothèses, notamment vis-à-vis de la consommation d'alcool, y compris modérée par exemple. Et donc ça on l'a compris parce que, par exemple au Royaume-Uni, la consommation d'alcool n'a pas diminué et il y a eu une forte explosion donc du nombre de cancers colorectaux. Le binge drinking, voilà, c'est-à-dire ces soirées ultra alcoolisées ? Pas que justement, y compris la consommation modérée d'alcool. Pardonnez-moi, mais ça, il y a 2 générations, la consommation d'alcool, c'était le double en France. Oui, mais sans doute qu'il se passe quelque chose peut-être au niveau des types d'alcool qui sont bu. C'est pas encore tout à fait clair. Pour l'aspartame, pour revenir sur cette question-là, l'étude sur laquelle on s'appuie actuellement, c'est Nutrinet. Et cette étude montre qu'il y a une augmentation du risque relatif de cancer de 1,1. Et ce qui est un peu compliqué, un peu technique, mais ce risque-là, en gros, on a des estimations basses et hautes, et cette estimation est donc très très proche de 1. Ce qui voudrait dire que peut-être qu'en fait ce risque il n'est pas si important que ça. Quoi qu'il en soit, cette étude-là semble le montrer, mais l'OMS du coup n'est pas d'accord. Elle dit que c'est pas un risque suffisamment élevé pour dire qu'il faut l'interdire absolument partout. Donc les choses ne sont pas complètement figées, ne sont pas absolument évidentes. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que si vous arrêtez de prendre de l'aspartame, ça ne vous fera pas de mal. Ça, c'est sûr. Quand on, Luce Jean-Baptiste, c'est l'Institut Montaigne qui a donné ces chiffres en septembre dernier. Un enfant de 8 ans a mangé autant de sucre à 8 ans que ses grands-parents. Mais absolument. Vous savez, allez faire un... En fait, les bonbons, c'est tout à fait... Les friandises, on en mangeait quand on était petit. Mais c'était une récompense. C'était la chose un peu... occasionnel, exceptionnel. À l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Vous savez, regardez une table. Moi, j'ai toujours beaucoup de tristesse à regarder le caddie des gens qui font les courses. Et on voit des sodas, des litres de soda, comme si le soda remplaçait l'eau. Je donnais un cours à l'école d'infirmière et j'ai dit ce que j'ai dit à mes patients. Vous savez, faites attention. Il y a le foie gras qui est en lien avec un excès de consommation de produits sucrés, de sucre, de coca ou de Pepsi, quel que soit le type, ou de jus de fruits, comme ça au moins personne n'y échappe. Et il y a une infirmière qui me dit mais je vais boire quoi? Je sais pas. Devinez. De l'eau. À table, on retrouve à l'heure actuelle du sirop, des sodas, comme si ça faisait partie d'une alimentation normale. Les produits sucrés doivent représenter 5% de ce qu'on doit manger sur une journée. C'est-à-dire c'est vraiment extrêmement limité.
Et alors ça, le sucre, typiquement, ça provoque des ça peut faire diabète. stéatose à un foie gras. Le diabète. Un foie gras, ça peut provoquer donc des cancers in fine. Vous voyez, un foie gras. Grosso modo, vous savez, on parlait justement de la logique. Que doit-on faire pour rester en bonne santé, sachant qu'on ne sait pas grand-chose au niveau de l'alimentation? La première chose, c'est éviter la consommation d'alcool. Professeur, vous l'avez dit très clairement. La deuxième chose, c'est bouger. Parce que la grande difficulté, là, on parle d'alimentation, mais les gens ne bougent plus. Moi, souvent, les patients me disent, bon, écoutez, moi, je veux bien ne pas manger, mais dites-moi... Donc, on stocke des calories qu'on n'arrive pas à éliminer. Grosso modo, c'est comme une voiture. Vous mettez plein d'essence dedans et vous la faites pas rouler. Là, on parle des cancers. Allez-y, pardon. Non, mais donc, vous me parlez de potentiellement, oui, à partir du moment où vous mettez du sucre comme carburant dans le corps, que vous ne bougez pas ce sucre, il va circuler dans tout notre système cardiovasculaire, vous en parliez tout à l'heure. Il n'est pas utilisé, il va être stocké sous forme de quoi? De graisse ou dans le foie. Et c'est ce qu'on appelle les NASH. Et ça débouche sur ce sont des dysfonctionnements qui débouchent sur des maladies. Je pense que le professeur peut le dire, c'est un dysfonctionnement du foie. Il devient de plus en plus gras. Plus il est gras, moins il est fonctionnel. Plus il y a de fibrose. Et puis c'est la cirrhose. Vous voyez qu'il n'y a pas la cirrhose seulement avec l'alcool. Et puis après, ça peut dégénérer sur un cancer. Et pour rassurer les gens, quand on regarde effectivement la globalité, on peut dire il y a beaucoup de causes différentes qui arrivent sur ces cas. Bien sûr, mais il y a des causes qu'on connaît et il y a des causes qui sont évitables. Et moi, je voudrais insister sur celle-ci. Et d'ailleurs, pour corroborer les études des experts que vous êtes, il y a des causes avec des additifs qui sont, eux, dangereux pour la santé, puisqu'il y a des études... Alors les additifs, c'est tout ce qui est quelque chose? Absolument. Et donc, c'est ce que c'est les quelque chose. Et donc, il y en a 330. Les toxicologues disent il y en a trop. Il y a 330 différents quelque chose. Il y a 330 quelque chose autorisés dans la réglementation. Alors, il y a les exhausteurs de goût, il y a les conservateurs. Mais sinon, les petits pois, ils seraient fades. Justement, c'est ça qui est très important. Votre question est totalement la bonne question. Parce que dans ces 330 qu'il faut réduire, commençons au moins par l'évidence, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a des études scientifiques qui pointent des risques pour la santé. Est-ce qu'on est à 100%? Il y aura toujours quelqu'un pour venir contredire, les lobbies pour commencer. Mais c'est pas ça le sujet. Quand on en a qui sont dangereux pour la santé et qui sont inutiles, c'est-à-dire que l'industrie peut faire autrement, je ne comprends toujours pas que nos autorités publiques françaises et européennes ne les interdisent pas. C'est le cas des additifs à base de nitrite et nitrate, où on a les industriels de la charcuterie qui organisent de toutes pièces un marché à 2 vitesses, là encore avec des jambons sans ces additifs plus chers. C'est-à-dire pour ceux qui ont les moyens et pour ceux qui n'ont pas les moyens, des jambons bien roses fluo, parce qu'il y a ces additifs qui favorisent des cancers, notamment colorectaux. Donc commençons par interdire ceux dont on peut se passer, dont l'industrie peut se passer. Nicolas Béraud, est-ce qu'on est des consomme-acteurs, comme on dit? Est-ce que quand on fait nos courses, on est quand même de plus en plus sensibilisé à ces cochonneries qu'il y a dans certains produits ultra transformés? En même temps, on voit que le bio recule parce que trop cher et que les impératifs de pouvoir d'achat font que... Bien sûr, et on revient en fait que les aliments les plus sains ou présentés comme tels sont généralement plus chers. Ce que vous disiez sur le sucre, c'est intéressant parce que là on parle beaucoup du cancer, mais le sucre effectivement c'est un facteur de risque de différentes choses, pas que du cancer. Et le diabète? Bien sûr, le diabète par exemple, l'obésité, d'autres types de maladies. Et c'est vrai que je pense que pas mal de téléspectateurs vont se dire mais alors le soda sucré, on nous dit que c'est pas bon, le soda avec aspartame, on nous dit que c'est pas bon, qu'est-ce que je dois prendre? Moi, quand j'ai posé la même question à 2-3 médecins, ils m'ont dit texto, de l'eau. C'est la façon la plus simple de ne pas prendre de risques pour sa santé. Voilà. Après, il y a des gens qui, effectivement, aiment bien prendre de l'eau. Puis on sait que le marketing de l'industrie agroalimentaire est gigantesque, avec souvent des produits différents, avec souvent des affiches hyper agressives, en tout cas, notamment pour les enfants. Ça, c'est factuel. Mais c'est vrai que... alors, l'aspartame, juste pour revenir, parce que c'est intéressant, dans le reportage, il a été indiqué que l'aspartame avait été classé possiblement cancérogène. Donc ça, c'est une décision qui a été prise il y a 1 an et demi par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Grosso modo, il y a 3 catégories. Possiblement cancérogène, probablement cancérogène, cancérogène avéré. Donc l'aspartame, ils l'ont mis dans la plus basse des 3, entre guillemets, possiblement cancérogène. Il y a plusieurs centaines de produits, ça peut être des additifs, des polluants, des choses très diverses dans chaque catégorie. La viande rouge, par exemple, c'est probablement cancérogène. Aux yeux de l'OMS et aux yeux des gouvernements, ça n'implique pas de devoir, contrairement à ce que souhaite Foodwatch, mais
de leur point de vue, ça n'implique pas d'interdire la viande rouge, d'interdire l'aspartame. Eux, ils le présentent avant tout comme un appel à la modération, un appel à la vigilance, une sensibilisation du grand public en disant, voilà, on a un niveau de preuve limité ou fort sur un surrisque de certains cancers avec ces aliments, sachez-le et agissez en connaissance de cause. Alors, Luce Jean-Baptiste, vous parliez de la viande rouge, probablement cancérogène. Alors du coup, pour bien faire, on se dit tiens, je vais prendre des nuggets vegan là, puisque maintenant on peut acheter des nuggets qui imitent la viande, mais qui n'ont plus de viande. Alors bonne idée, ou bien les burgers de plus en plus. Écoutez, je pense que tout à l'heure vous en avez parlé très clairement. Regardez le nombre de lignes. Et vous verrez que quand on veut créer quelque chose qui n'est pas, mais qui ressemble et qui doit ressembler à quelque chose, vous verrez qu'il y a une liste comme ça d'additifs, de conservateurs, de stabilisants, qui ont certainement des vertus, ou peut-être pas des vertus, d'intoxication. Je pense qu'il faut garder le bon sens. Vous savez, à l'heure actuelle... Plus la liste est longue, plus attention dangereux. De façon générale, oui. Plus c'est simple, moins il y a de lignes, plus c'est clair. Vous savez, entre les laits végétaux qui ne sont pas du lait de vache, mais qui sont des exudats de vous nous dites la même chose, là, les fameux laits végétaux, parce que maintenant c'est la grande mode, on prend du lait d'avoine. Alors on n'a jamais vu une avoine. Vous allez traire une avoine. Vous en prendrez une. Alors pourquoi il y a beaucoup de sucre dedans? Vous avez résumé tout simplement la situation. Vous savez, on veut bien faire. On paie quelque chose qui est pratiquement chimique, qui a des conservateurs, qui ne sont pas automatiquement enrichis, parce que dès qu'on a vous savez, le logo de bio, il y a automatiquement une espèce de couverture. C'est bourré de sucre. On veut bien faire, malheureusement, le bon sens n'est plus là. Voilà, professeur Bibot, on a l'impression qu'en fait la recette anti-cancer, c'est le bon sens, boire de l'eau, faire du sport, vous disiez non. Alors votre regard, vous qui êtes il y a un message qui est très clair, et ça on le voit en consultation, c'est que si on se met à vouloir empêcher les gens de tout faire, ils vont rien faire du tout en fait. Enfin, ils vont au contraire faire n'importe quoi. Donc le message, c'est exactement ça, c'est on va pas arrêter par exemple de manger de la viande rouge, donc on peut en manger avec modération. Le problème, c'est qu'il y a un facteur de risque qu'on ne peut pas faire avec modération, c'est le tabagisme, dont on n'a pas parlé du tout. Pour l'instant, ça c'est clair que lui, pour le coup, dès la première cigarette, vous augmenterez votre risque de beaucoup d'autres maladies d'ailleurs que le cancer. Donc ça, clairement... même une cigarette par jour, il faut se l'interdire. Y compris sur le risque cardiovasculaire, on a des études qui montrent que le moment où vous arrêtez de fumer votre cigarette, votre cœur fonctionne déjà mieux. Donc vraiment, clairement, sur le tabac, malheureusement, il n'y a pas de modération possible. Sur le reste... Potentiellement, si effectivement vous avez le choix entre être modéré et manger un peu de tout, et puis essayer de rien manger du tout, mais du coup se rabattre sur des trucs qui n'existent pas, ça va devenir compliqué. On a parlé de l'eau, mais on va parler de l'eau. Je pense aussi qu'il y a aussi malheureusement dans l'eau, y compris dans l'eau en bouteille, des caractéristiques chimiques qui font qu'on a l'impression que ça pourrait aussi nuire à la santé. Donc en fait, c'est sans fin. Donc la seule vraie réponse, c'est la modération. Est-ce qu'il y a des ingrédients, enfin des choses dont il faut se méfier, dont on ne parlerait pas, qui peuvent provoquer des cancers? On parle beaucoup des cancers de la peau, du mélanome. Ça, c'est bien connu, pour le coup, c'est le soleil. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, mais tout le monde continue à s'exposer au soleil sans crème, sans vêtements. Donc, en fait, il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont très très forts. Par exemple, je reviens sur le tabac, c'est 25 fois le risque. Oui, mais alors on fume plutôt moins qu'avant. Oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui continuent à fumer même, malgré tout. Et donc, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'on connaît tous ces facteurs-là, et malgré le fait qu'on les connaisse, on ne respecte pas, entre guillemets, la modération. Oui. Une nuance importante sur l'alimentation, parce qu'on a tendance, c'est aussi une stratégie de l'industrie agroalimentaire et de ses lobbies qu'on connaît bien, on a tendance à mettre la responsabilité sur les consommateurs. Et c'est vrai que chacun a une responsabilité dans la mesure où on a accès à une information claire et dans la mesure où on a le choix. Or, aujourd'hui, les gens ont de moins en moins le choix sur la question de l'alimentation. Quand on regarde que 70% à peu près des achats alimentaires se font en supermarché, aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de petits commerces, et que dans ces rayons de supermarché... Ce qu'il y a de moins cher, c'est la pizza. Non mais surtout, voilà, c'est ça. Et que dans ces rayons de supermarché, nous n'avons que le choix que laissent les distributeurs et ce vers quoi ils nous orientent, et c'est eux qui choisissent ce qui est accessible ou non en fonction du prix. Alors je veux bien qu'on parle des consommateurs, mais je veux bien aussi qu'on parle de la responsabilité du marché. Et les experts de l'IDRI et d'autres centres de recherche confirment tous que le plus important aujourd'hui, c'est l'influence de l'offre, en fait, de l'environnement alimentaire. Donc il faut vraiment reparler de comment on fait pour rendre accessible à toutes et tous, financièrement, géographiquement, une alimentation
alimentation saine, abordable, choisie. La Grande-Bretagne qui va interdire toute publicité sur les junk food. Donc c'est aussi les confiseries. Hein, donc c'est tout ce qui est les sucreries, chewing-gum, etc. Toute publicité va être interdite sur les sodas, etc. Ce sont des questions qu'on pourrait devoir se poser. Mais on avait mis en place il y a quelques années des restrictions en demandant tout simplement au moment où on est en supermarché, au moment où on fait la queue, d'éviter d'avoir à disposition des bonbons parce qu'on sait qu'il y a les enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des endroits où on va passer le plus de temps. À la caisse, là. Exactement. Et vous voyez que à l'heure actuelle, c'est pas respecté. Ça fait des années qu'on demande une loi qui a été proposée plusieurs fois, bloquée à chaque fois par le Votre regard sur ce que font les Anglais, interdiction de toute pub sur les sodas, les friandises. Mais justement, c'est totalement la direction dans laquelle il faut aller. Ça fait des années qu'on milite pour soutenir une demande de l'OMS, encore, l'Organisation mondiale de la Santé, également, pour faire encadrer la publicité et le marketing pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, qui ciblent les enfants. C'est pas la lune. Quand on voit qu'on a un enfant, un adolescent sur 6 en France aujourd'hui en surpoids ou obèse, et tous les risques de maladies chroniques qui vont avec, ce serait la moindre des choses. Ça a été proposé dans plusieurs projets de loi. Ça a été finalement bloqué sous prétexte qu'il suffirait de responsabiliser les entreprises. Food Watch a mené une autre enquête qu'on a publiée l'année dernière qui démontre que ça ne marche pas, ce n'est pas efficace pour protéger les enfants. Professeur Bibaud, quand on parle des méfaits de la sédentarité, ça veut dire que vous voyez de plus en plus d'obésité, y compris au sein de la jeunesse, et ça explique ? C'est un des facteurs évidents. Le manque d'activité physique, l'obésité, c'est des facteurs de risque de cancer majeurs. Donc ils sont plutôt en train d'augmenter malheureusement. On l'a expliqué tout à l'heure, hein, vous faites rentrer beaucoup de carburant, vous stockez ce carburant-là sous forme de graisse, vous ne faites pas d'activité physique, vous ne bougez pas. Quand vous ne faites pas d'activité physique, en gros, vous n'activez pas votre système immunitaire, vous ne faites pas diminuer l'inflammation parce qu'on a tous de l'inflammation en permanence. Et donc tous ces facteurs-là mis ensemble fait que vous augmentez votre risque de cancer. Et donc clairement, il faudrait, au-delà des mesures, on va dire, d'interdiction, etc., il y a aussi beaucoup, et c'est très difficile à faire évidemment, d'éducation à faire, d'expliquer les choses, que les gens sachent exactement de quoi on parle. Alors, exposés aux pesticides, il y a les agriculteurs eux-mêmes, bien sûr, mais aussi leurs voisins, les riverains. Ceux qui sont tombés malades bataillent aujourd'hui pour être reconnus comme victimes et dénoncent les reculs politiques en matière environnementale. Témoignage recueilli par Anne Maquignon, Ariane Morisson et Christophe Roquet. En plein milieu de la campagne, le petit cocon de Marie-Thérèse et Guy Gillet. Et le petit chocolat pour finir, ça c'est bon. Ils ont fait construire cette maison en plein milieu des champs, il y a 50 ans. On voulait avoir un terrain pour pouvoir faire du jardin, mettre des arbres, un peu de nature. Et les enfants qui courent partout. Quand on fait des fêtes de famille, ils sont tous à courir un peu partout là-dedans, à se cacher dans les... je vois cache-cache, c'est le... Donc c'est quand même un milieu normalement agréable. Normalement. Car depuis quelques années, le couple ne voit plus du même œil les champs de l'autre côté de la haie et les pesticides qui y sont régulièrement épandus. Ce sont quand même des produits qui sont très volatiles, donc qui se retrouvent dans l'air qu'on respire et puis dans l'eau qu'on boit. Donc on évite, lorsqu'on sent quelque chose, d'aller dehors. D'étendre le linge, on est obligé de forcément laver les légumes, les fruits, parce qu'il faut quand même enlever ce qui a pu se déposer dessus, quoi. Des précautions peut-être insuffisantes. Il y a 2 ans, les médecins détectent un myélome, un cancer de la moelle osseuse chez Marie-Thérèse. Ça sent bon. J'étais très révoltée. J'ai même eu la haine pendant quelques temps. Pourquoi ? Parce que je me dis que l'État ne fait pas son boulot non plus. Et ne protège pas du tout les gens. Depuis, le couple a débuté un parcours du combattant pour faire reconnaître les pesticides comme facteur aggravant la maladie. Procédure de reconnaissance. Comme c'est déjà le cas pour les agriculteurs. Ils peuvent être indemnisés en fonction de ce que décide le médecin conseil, 10%, 20%, enfin il y a un pourcentage à chaque fois. Mais alors pour les riverains, c'est 0. Donc... Je pense qu'on passe plus de temps en tant que riverain dans les produits que la personne qui épand. Hein.
Moi, je voudrais vraiment qu'on reconnaisse qu'on est empoisonné, quoi. Dans ce combat, le couple est aidé par un collectif de victimes des pesticides. Salut la compagnie. Bonjour Guy. Ça va? Salut. Ça va? Ça va, t'es prêt à marcher? Depuis 2015, 400 personnes sont venues réclamer un soutien. Des paysans, mais pas seulement. Ces militants, favorables à plus de réglementation dans l'usage des pesticides, reprochent au gouvernement de céder à la pression de la FNSEA, premier syndicat agricole. On fait marche arrière, hein, c'est vraiment quelque chose de grave. On préserve certes l'économie. C'est une agriculture qui est aidée continuellement, qui est tueuse. Hein. On est en train de tuer plus que jamais. Moi, je me suis réveillé en disant, mais plus que jamais, c'est pas possible. Les pesticides qu'on a, c'est des armes. L'État, oui, ne prend pas assez ses responsabilités. L'État, oui, hein, ne fait pas ce qu'il faudrait. Je suis vraiment en colère. Alors que selon eux, changer le modèle agricole et protéger les populations doit être appuyé par une volonté politique. On les connaît, les alternatives. Donc c'est un faux problème de dire, attendez, on ne sait pas faire. Hein, ça fait 15 ans que j'entends ça. Il y a des agriculteurs qui travaillent aussi avec l'environnement. Ça veut dire quelque part, je vais arrêter le maïs et d'acheter des tonnes de soja. Donc il y a des petites formes d'agriculture qui devraient justement être promues de cette manière-là. En 2023, dernière année comptabilisée, plus de 500 malades des pesticides ont reçu une indemnisation. Dans 90% des cas, il s'agit de travailleurs agricoles. Alors, professeur Bibeau, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du scandale du chlordécone, hein, ce pesticide utilisé dans les Antilles françaises pour faire pousser la banane. Oui, il y a un lien évident là entre... Oui, il y a un lien qui est totalement évident. Maintenant, c'est interdit et malheureusement, on a... Entre le chlordécone et le cancer de la prostate, y compris chez des patients jeunes. Et donc, on a malheureusement beaucoup de patients qui ont été exposés dans leur jeunesse et qui maintenant ont des cancers de la prostate. Ouais. Nicolas Béraud, il y a ces pesticides, on se rend compte que on a le métier de fleuriste qu'on croyait romantique, etc. Il y a eu cette affaire d'une fleuriste qui a été exposée aux pesticides des fleurs et elle accuse le cancer qu'aurait eu sa fille. Il y a énormément d'études qui ont été menées sur les effets néfastes de différents pesticides, parce que pesticide, c'est un mot un peu valise qui regroupe plein de produits différents. Énormément d'études qui ont été menées surtout chez les professionnels exposés, agriculteurs notamment, moins souvent sur des populations non exposées, donc population générale en quelque sorte. Il y a des pesticides pour lesquels il y a objectivement un lien avéré qui a été démontré, mais c'est des pesticides qui le plus souvent sont désormais interdits. Il y a des pesticides pour lesquels il y a un faisceau d'études qui penche vers un risque de certains cancers, mais certains scientifiques considèrent que c'est pas suffisant pour conclure. Ce qui est très compliqué justement avec ces sujets-là, c'est que, je vais vous prendre un exemple concret. En France, depuis 20 ans, il y a plusieurs clusters, donc des foyers de cancers pédiatriques qui ont été recensés, donc un ensemble de villages, par exemple, où il y a eu plusieurs enfants dans la même période qui ont eu un cancer. Et effectivement, statistiquement, c'est pas normal, a priori, d'avoir autant de cancers chez des enfants, ce qui est extrêmement rare, sur un même territoire, dans une période donnée. Du coup, les familles, pour qui c'est évidemment éminemment traumatisant d'avoir un enfant qui a un cancer, se demandent pourquoi. Et du coup, parfois, elles font elles-mêmes des analyses, elles prélèvent des cheveux des enfants, elles vont regarder s'il n'y a pas des agriculteurs à côté qui utilisent des pesticides et elles vont trouver des choses. Donc elles, et on peut le comprendre, elles font un lien entre l'exposition qu'elles ont découverte et l'apparition de ces cancers. En face, les scientifiques, notamment les agences sanitaires qui font des enquêtes épidémiologiques, le plus souvent arrivent en bout de chaîne en disant, statistiquement, nous n'avons pas identifié d'éléments allant en faveur d'un lien entre telle exposition et l'apparition des cancers. Et ça, pour les familles, c'est pas entendable. Et on en revient au fait que le temps pour une famille face à un enfant qui a un cancer n'est pas le temps de la science, qui prend énormément de temps. Et peut-être que l'exposition que ces familles pointent du doigt, moi, j'en sais rien, c'est peut-être ça. Peut-être que dans 5 ans, ça va être démontré par des dizaines d'études qu'il y a un lien avec l'apparition de cancer. Luce, Jean-Baptiste, des pesticides, il y en a partout, dans les champs, dans les vergers. Ce qui fait que quand on mange une pomme, quand on mange une baguette qui vient des champs de blé, on mange du pesticide. C'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire que certainement, s'il faudrait faire, je pense, véritablement l'analyse des produits. Mais je pense qu'on ne peut pas y échapper. Hein. Les choses, par contre, et vous l'avez fort bien dit dans le documentaire, c'est la première chose à faire quand on a des fruits, on les lave.
On les épluche même ou ça passe à travers? Ça peut être une possibilité, on peut bien les laver ou les éplucher pour enlever, mais c'est vrai que la peau a quand même aussi des vertus. Hein. La peau de la pomme, il y a des pectines, mais à côté d'un risque d'intoxication, on peut toujours le garder ou l'enlever. Mais en tout cas, le laver, c'est une obligation. Et ces pesticides, alors Karine Jacquemart, il y a le scandale de Perrier en ce moment, dont on s'est aperçu, c'est une eau minérale, Perrier. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de la filtrer, mais cette eau était pure pendant des siècles et des siècles. Et bien désormais, Perrier a été obligé de la filtrer parce que elle était impropre à la consommation. C'est le signe de quoi, ça? Mais en fait, c'est le signe d'un système qu'il faut absolument rétablir et d'une transition agro dont on a besoin aussi. C'est-à-dire que tous ces pesticides, en fait, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est accompagner les agriculteurs. Mais ça veut dire qu'ils passent dans la nappe phréatique? Oui, exactement. Mais du coup, juste pour revenir sur ces pesticides et la science, encore une fois, il y a beaucoup d'études qui pointent du doigt des risques crédibles. Et il y a des contre-sciences dont on sait aussi qu'il y a beaucoup de controverses sur le fait que c'est des études souvent fournies par l'industrie et qui ne sont pas transparentes. Donc il y a tout un jeu aussi d'opacité là-dessus. Moi, je dis simplement principe de précaution. Quand je vois des experts comme vous qui lancent l'alerte sur l'augmentation des cancers, tout simplement, à chaque fois qu'on peut identifier une cause, une exposition possible ou probable et qu'on peut s'en passer, faisons-le pour protéger la santé. Alors on se retrouve ensuite avec cette contamination un peu généralisée de pesticides, mais aussi de PFAS dont vous avez entendu parler, ces polluants éternels qui finalement rentrent aussi dans la terre et qui finissent par se retrouver dans les sources hydriques, les nappes phréatiques, y compris les nappes phréatiques très profondes de ces eaux minérales ou eaux de source qui, par la réglementation européennes doivent absolument ne pas être filtrées puisqu'elles sont censées être pures et minérales par nature. Or, qu'est-ce qu'on a découvert avec ce scandale des eaux minérales, notamment de Nestlé Waters, révélé depuis 1 an et qui va de rebondissement en rebondissement avec des journalistes qui mènent l'investigation, c'est que finalement Nestlé Waters a manifestement trouvé depuis des années qu'il y avait des risques de contamination et parfois des contaminations aux pesticides, aux PFAS de ces eaux dites minérales. Et au lieu de respecter la réglementation et de dire OK, on informe les autorités, on informe les consommateurs, on suspend la production et on voit comment on peut régler ça. Ils ont mis ça sous le tapis et ils ont utilisé des filtres illégaux. Le problème, c'est que non seulement c'est une fraude massive en France, mais aussi en Europe, et Foodwatch a aussi alerté la Commission européenne qui a d'ailleurs fait un audit, mais en plus, les risques pour la santé ne sont pas totalement écartés. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans quoi? Une opacité totale, on ne sait pas si ces sources, et notamment Perrier, est-ce qu'il y a toujours des filtres illégaux? Alors, ils disent qu'il n'y en a plus. On ne sait plus où on en est, en fait. Mais donc, ce système qui contamine en plus notre environnement, en plus de mettre en danger la santé, finit même par se retrouver dans ces eaux minérales et rebondir en un autre scandale. Il est temps de stopper à la source les contaminations à chaque fois que c'est possible. Alors, Catherine en Côte d'Or, professeur Bibot, on a compris qu'il fallait plus boire de vin, donc il faut se mettre à l'eau et pas de soda. Mais Catherine pose la question suivante. Eau du robinet ou eau en bouteille? C'est devenu un choix cornélien. Eh ben, j'ai pas la réponse, malheureusement. Oui. Mais ça veut dire que même l'eau en bouteille, il faut s'en méfier. Même l'eau en bouteille, l'eau du robinet aussi, potentiellement. Mais il faut bien quand même qu'on boit quelque chose. Donc, effectivement, on est dans des situations parfois difficiles où on est potentiellement exposé à des toxiques. Et ces microplastiques aussi, on n'a pas d'idée de ce que ça pourrait faire sur l'organisme? On n'a que des hypothèses. Probablement que ça participe certainement aussi au risque de maladies, dont le cancer. C'est sûr que d'introduire une particule qui va rester pendant un certain temps, qui va potentiellement justement encore créer de l'inflammation, créer des phénomènes qui ne sont pas censés être là, clairement, c'est pathologique. Et ces explosions de cancer, dans le monde entier ou le monde occidental, on les observe. Et partout, on tâtonne, partout, on émet des hypothèses. Oui. De toute façon, pour le coup, il y a une collaboration internationale qui fait qu'il y a des publications et que donc dès qu'il y a de nouveaux indices, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Donc effectivement, tout le monde tâtonne. On n'a pas encore. Il y a des pays plus touchés que d'autres? Je vous disais tout à l'heure, le Royaume-Uni particulièrement semble être beaucoup touché sur le cancer colorectal des jeunes, en tout cas plus que la France par exemple. Donc oui, il y a des inégalités aussi par rapport à ça. Oui. Il y a peut-être un point qui est important aussi à souligner sur cette augmentation des cancers chez les jeunes, c'est que tous âges confondus, on a de plus en plus de cancers, mais de moins en moins de morts du cancer. Donc ça veut dire qu'on les soigne mieux, notamment parce qu'on les prévient mieux, qu'on les dépiste en général
plus tôt qu'avant, donc on peut les traiter plus rapidement et avec des chances de survie qui augmentent. Aussi parce que quand on a un cancer, on a des traitements plus efficaces et je vous assure que ça va encore s'améliorer beaucoup, notamment avec l'intelligence artificielle et beaucoup de nouvelles technologies, souvent moins invasives et moins pénibles que la chimiothérapie qui vont arriver. Donc ça, c'est aussi un point positif. Certes, il y a des cancers qui sont toujours très foudroyants, notamment le cancer du pancréas, même chez une personne jeune, c'est un cancer qui est horrible. Il y a une chance sur 2 seulement d'en survivre au bout de 5 ans, donc c'est vraiment un cancer qui est abominable. Mais pour beaucoup d'autres cancers, certes, l'incidence, donc le nombre de cas rapportés à la population augmente, mais le taux de mortalité diminue. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle, parce que plus de cancers ne veut pas forcément dire plus de morts du cancer. Après, quand on a 40 ans et qu'on fait 6 mois de chimio, et qu'après on doit faire des examens pour regarder s'il n'y a pas une récidive, évidemment que notre vie n'est pas tout à fait la même. Professeur Bibaud, le cancer du pancréas, vous confirmez l'explosion. Le cancer du pancréas, c'est plus 400%. x5 donc. Bah oui, donc chez les jeunes. Le plus 400%, c'est pour tout âge confondu, mais notamment les jeunes. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et là, pour le coup, on a assez peu de pistes, d'une part sur la compréhension de pourquoi il y a cette augmentation-là, et d'autre part, malheureusement, sur les pistes thérapeutiques, les traitements, on est assez démunis. Il n'y a pas beaucoup de progrès qui sont faits, mais bon... De façon globale, si on peut donner quelques stats pour donner un peu d'espoir par rapport au cancer, on estime qu'il y a à peu près 40% des gens qui ont eu un cancer qui vont en être guéris à peu près à 5 ans. Donc ça n'a jamais été aussi élevé. Donc on peut aussi avoir des... Il y en a plus, mais on les guérit plus, on les guérit mieux. On les soigne mieux. Voilà, il faut mettre les bouchées doubles sur la recherche. Voilà le message qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer cette semaine en présentant son plan anti-cancer. Casser les délais, simplifier les échanges de données et utiliser l'intelligence artificielle. Sujet de Juliette Perrault, Marion Devauchel, Nicolas Baudry-Dasson. Des poignées de main et quelques mots pour le personnel et les patients de l'Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien pris en charge? Oui, très bien. Une visite présidentielle pour la journée mondiale contre le cancer. Emmanuel Macron appelle à accélérer la recherche médicale dans les années qui viennent. On a des trésors de données, de la CNAM à l'INSERM, en passant par nos hôpitaux. On a un système plutôt centralisé, on a mis des unités en place, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Donc simplifier le cadre français et européen, mais déjà français, d'utilisation des données, tout ce qu'on peut faire même sans la loi, on va le faire très vite. Car le temps presse. Les malades du cancer sont aujourd'hui plus nombreux et plus jeunes. Certaines pathologies sont en nette augmentation, à l'image des tumeurs digestives dont le nombre explose chez les moins de 50 ans. Ces 30 dernières années en France, les cancers du pancréas à l'âge de 40 ans ont presque doublé chez les hommes et plus que triplé chez les femmes. Aucun profil n'est épargné. Selon les études scientifiques, même les jeunes adultes qui ne souffrent pas d'obésité, ne fument pas et font du sport, peuvent être concernés. Les chercheurs s'interrogent, mais n'ont toujours pas trouvé de cause formelle à ce phénomène. Une des causes principales, c'est les changements de mode de vie, avec la modification de la nourriture ultra transformée, l'augmentation de l'obésité, la sédentarité, l'augmentation de la consommation d'alcool et de tabac, des changements au niveau du microbiote, c'est-à-dire de la flore bactérienne, qui est influencée également par les traitements antibiotiques, mais également par la nourriture. Mais globalement, à ce jour, on n'a pas établi une cause exacte qui peut expliquer cette augmentation. Une hausse des cas qui concerne tous les pays développés. Aux États-Unis, une personne née dans les années 90 a aujourd'hui 2,3 fois plus de risques d'avoir un cancer colorectal qu'une personne née dans les années 60. Il ne fait aucun doute que nous passons à côté de quelque chose, a résumé début janvier dans le Wall Street Journal un oncologue américain. Mais alors que certains cancers augmentent, la recherche elle aussi progresse, avec notamment un nouvel outil sur lequel s'appuyer, l'intelligence artificielle. À l'hôpital Bicêtre, dans le Val-de-Marne, les lames de biopsie sont désormais analysées sur écran. L'IA aide au diagnostic et peut même pronostiquer l'évolution de certains cancers. L'algorithme fait ça beaucoup plus vite. Et on a calculé, en moyenne, par lame, on gagne 20 à 30 secondes. C'est énorme quand vous savez que pour un patient, si vous avez 12 biopsies, 2 coupes par biopsie, 24 lames, vous voyez le temps déjà gagné. De nouvelles technologies au service de chercheurs bien décidés à trouver la clé de certaines maladies. À l'Institut Gustave Roussy, le docteur Smolinski est sur le point de lancer, avec une de ses collègues, une grande étude sur les facteurs de risque génétiques ou environnementaux,
qui pourrait expliquer la progression des cancers digestifs chez les jeunes adultes. On va faire plein d'études sur l'ensemble des prélèvements qu'on va récolter chez le patient, donc la tumeur, les urines, le sang, les selles, la salive et autres. Notre but en fine, c'est d'essayer de comparer avec un groupe de sujets sains pour avoir des meilleures conclusions. Un travail au service de la science pour dépister et surtout tenter de guérir plus vite les cas problématiques. Les premières conclusions de l'étude sont attendues d'ici 3 ans. Professeur Bibaud, je reprends votre livre, L'histoire du cancer des secrets d'hier aux révolutions de demain. On a parlé de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la machine détecte mieux que le radiologue, à partir d'une radio, si j'ai une tumeur ou si je n'en ai pas? Alors, c'est pas totalement aussi simple que ça. On a des études notamment pour les interprétations de mammographie, pour le dépistage du cancer du sein, où on a montré sur un très très large nombre de patientes qu'effectivement, lorsqu'on faisait une utilisation de l'IA, qui est en tant qu'assistant d'un radiologue humain, on avait d'aussi bons résultats déjà que ce qui était approuvé, une double lecture humaine, mais en 2 fois moins de temps. Donc ça, c'est déjà intéressant parce que ça va permettre d'aller plus rapidement, d'aller plus vite. On sait que le dépistage n'est pas très très bien fait en France, par exemple. C'est 50% des gens qui pourraient le faire, qui le font vraiment. Et donc c'est une piste. Ce qui va arriver dans les années qui viennent, c'est des études qui doivent être aussi faites de façon très rigoureuse et qui vont, je pense, comparer les performances d'humains tout seuls de façon prospective sur des vrais patients, donc, et non plus simplement dans un ordinateur, versus les performances d'une IA. Et mon intuition, c'est qu'a priori, sur de l'analyse d'images pure comme de la radiologie, l'IA va potentiellement faire mieux que le radiologue, ce qui ne veut pas dire... Il faut ne plus conseiller à ses enfants de faire des études de radiologie. C'est la chose dont on parle souvent. Vous savez, il y a un chercheur canadien, Geoffrey Hinton, qui vient de gagner d'ailleurs le prix Nobel de physique là, en 2024, qui avait dit en 2017, oui, arrêtons de former des radiologues parce qu'il y aura de l'IA. On est en 2025, on forme encore des radiologues et on a encore besoin de radiologues. En fait, l'IA, elle ne pourra pas faire ce que font, entre guillemets, tous les radiologues. Et puis en plus, par exemple, pour répondre à la question précisément, les radiologues, ils ne font pas que de l'analyse diagnostique maintenant sur des écrans, ils font du geste aussi technique, ils guérissent des gens aussi. On dépiste. Est-ce qu'à force de dépister, on ne trouve pas des choses qui ne se seraient jamais manifestées? C'est la question ce qu'on appelle le surdiagnostic. Parlez-nous de ça. C'est un risque vraiment majeur et typiquement, il y a le cancer du sein, il y a le risque de surdiagnostic. Donc ça serait bien d'avoir des IA qui automatisent ça, mais si elles vous trouvent plus de C'est-à-dire qu'il y a des femmes qu'on empère du cancer du sein, en fait, elles n'auraient jamais déclaré la maladie. Elles ont une maladie, mais elles ont une maladie qui ne va peut-être jamais évoluer, peut-être ne jamais leur nuire, entre guillemets. Et le deuxième exemple très proche de ça, qui est encore plus criant, c'est l'exemple du cancer de la prostate. On a toute une partie des cancers de prostate avec certaines caractéristiques que l'on diagnostique beaucoup et qui en fait doivent plutôt relever de la surveillance active, c'est-à-dire qu'on les surveille, on ne fait pas de traitement, parce qu'on sait que malheureusement le traitement fait beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de séquelles, et donc là on est pour le coup un petit peu sur le versant du surdiagnostic. Et c'est très très difficile de marcher entre le surdiagnostic et le bon diagnostic. On a peut-être trop opéré des cancers de la prostate? De la prostate, dans le passé, très probablement, oui. Nicolas Béraud, c'est fascinant et un peu effrayant, là, cette progression de l'intelligence artificielle, parce que je reprends ce que vous dites, le diagnostic prédictif, vous avez dit? Oui, est-ce qu'un jour, la machine vous donnera l'heure de votre mort et la maladie qui vous fauchera? Je pense qu'on n'en est pas là, mais par contre, la machine pourra peut-être dire plus précisément... à quelle type de maladie on est davantage à risque que d'autres personnes sur la base de différents indicateurs. Pour parler de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux où les logiciels d'imagerie médicale sont déjà équipés, concrètement, aujourd'hui, d'outils d'IA qui permettent d'améliorer l'interprétation des images. Il y a toujours un humain qui va contrôler, qui va vérifier, mais ce que disent les médecins, les chirurgiens, les gastro-entérologues, les radiologues, etc., c'est que ces outils les aident beaucoup parce qu'ils leur permettent de faire un diagnostic plus précis. Et ça vaut pour les cancers, mais ça vaut aussi pour des fractures sur des radios, des fractures quasiment imperceptibles à l'œil nu. Donc l'IA en santé, c'est pas que de l'avenir, du plus tard, c'est déjà concret aujourd'hui, mais il y a toujours effectivement des radiologues, il y a toujours des médecins, comme l'a très bien dit professeur Bibaud, pour l'instant, ça fait gagner en précision, mais surtout ça fait gagner en temps, et on sait à quel point le temps médical, le temps des médecins est précieux. Professeur Bibaud, je reviens sur ce que je disais. Est-ce qu'il y a une IA un jour qui sera capable de prédire
ce qui vous guette, vous avez 3 fois plus de chances de développer tel cancer, votre espérance de vie est tant, etc. Alors, elles existent déjà en réalité. Ça existe déjà? Oui, il y a beaucoup de publications donc de modèles prédictifs, on dit, qui vont permettre de prédire, par exemple, 5 ans à l'avance votre risque de cancer du poumon ou 10 ans à l'avance le risque de décéder d'un cancer de la prostate. Le problème de tous ces modèles-là, qui sont très 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 nombreux, c'est qu'ils n'ont pas été validés dans la vraie vie, entre guillemets, comme par exemple l'IA de la mammographie qui, elle, a été validée. Ces modèles prédictifs-là n'ont pas été validés tout simplement parce que c'est très difficile à valider. On ne va pas attendre 10 ans et suivre 10 ans des gens avant d'avoir une éventuelle réponse. Puis ça pose des problèmes éthiques. Il y a beaucoup, c'est très on sait qu'on va mourir, mais avoir la date, c'est autre chose. Alors, la deuxième chose par rapport à ça, c'est que l'intérêt de ces modèles prédictifs-là, c'est lorsqu'ils sont interprétables, c'est-à-dire qu'ils vous donnent la raison pour laquelle potentiellement vous êtes à risque. Et donc, pour un médecin et pour un patient, l'intérêt, c'est d'agir et de corriger ce facteur de risque-là. Si on n'a pas cette correction-là potentielle, effectivement, je pense que d'avoir ce genre de modèle prédictif ne représente pas beaucoup d'intérêt médical. Mais par contre, si on a ces actions-là, clairement, on peut, je pense, les modifier et potentiellement un jour vraiment sauver des vies et vraiment faire de la médecine préventive, c'est-à-dire vous empêcher d'avoir une maladie avant même qu'elle ne se déclare. Mais vous voyez, il y a toujours 25% de fumeurs quotidiens en France. Sans ces modèles-là, tout médecin peut déjà dire à ses patients que si vous fumez, mieux vaut arrêter. Et pourtant, on continue de fumer. Oui, pour différentes raisons. Mais pourtant, le nombre de fumeurs a baissé en France. Mais là, depuis 3-4 années, on voit qu'il se stabilise un petit peu. On verra si ça rebaisse avec de nouvelles hausses du prix, mais bon. Oui. Pour revenir sur votre expression, revenir dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, moi je suis du coup très, très impressionnée par toutes ces évolutions sur le dépistage et le traitement, bien sûr. Dans la gestion des risques, évitons aussi tout ce qui est évitable avant d'en arriver là. Et or, je ne vois pas ça dans les déclarations politiques. Je n'ai pas entendu Emmanuel Macron parler de mesures qui permettraient d'éviter, là où c'est évitable et identifié, qu'il y ait ces cas qui finissent par se déclarer. Donc, comme toujours, il faut beaucoup de prévention aussi pour limiter, malheureusement, cette exposition des gens à ces cancers dont on parle ici. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Marie, dans le Finistère, le nombre de cancers augmente et les politiques veulent revenir sur les normes environnementales qui nous protègent. Je parle sous votre contrôle, Karine Jacquemart, mais il y a 2 nicotinoïdes pour la betterave, je crois, et les noix qui viennent d'être réautorisés parce que sinon on disait on est obligé de l'importer de Turquie ou d'Allemagne. Oui, mais c'est surtout que il y a une minorité d'agriculteurs, agricultrices et de leur lobby qui vraiment font tout pour bloquer toute mesure environnementale et passent leur temps à opposer la question de la production agricole et la protection de la santé environnementale ou même de la santé. Il faut les réconcilier, en fait. Et donc là, il y a des reculs qui sont inacceptables à l'échelle européenne aussi. On a eu le Green Deal, l'accord vert, qui permettait d'avoir un engagement de réduire, par exemple, les pesticides, leur usage de 50% d'ici 2030. Ça a été mis au placard l'année dernière. Donc là, il y a une espèce de vague de gens qui ne veulent pas changer de système parce qu'ils veulent continuer à verrouiller un système biberonné aux pesticides. C'est pas possible en fait. Il faut vraiment changer, mais en accompagnant tout le monde et en réconciliant tout le monde. Laurent, dans l'Ain, Luce Jean-Baptiste, pourquoi ne pas créer un label ou un classement de type Nutri-Score avec des lettres évaluant le caractère cancérigène de chaque produit ? Je pense qu'on aurait beaucoup de travail. Ça sera très très difficile parce que déjà le Nutri-Score, vous voyez, on peut avoir des céréales ultra transformées parce qu'on a changé quelques petits ingrédients à l'intérieur. Ils sont catégorie A, comme les lave-vaisselle, très économiques si vous voulez, mais ça reste un produit vraiment très médiocre. S'il fallait classer les produits, ça serait pratiquement infaisable. Surtout... Mais le Nutri-Score, est-ce qu'il a permis quand même d'améliorer certaines recettes? Je pense que réellement, il faut prendre conscience tout simplement de la qualité des produits. Il y a de bons produits et d'autres qui ne sont pas automatiquement des meilleurs. Le beurre, c'est un produit qu'on a toujours consommé de génération en génération. C'est un produit qui n'a pas automatiquement beaucoup d'additifs. Ce sont des produits naturels et pourtant ils ont un classement épouvantable parce qu'on ne doit pas en consommer en excès, mais c'est toute une histoire tout simplement de modération et d'équilibre. Donc je pense qu'il faut revenir sur des choses toutes logiques. C'est l'éducation. Deux choses très différentes, si je peux me permettre. Là, il y a l'information, le Nutri-Score, c'est donner une information aux gens, c'est très important. En revanche, quand il y a des substances cancérogènes, il faut les supprimer. Il ne faut pas informer les gens avec de A à E. Il faut qu'il y ait une décision politique de les supprimer de nos assiettes. Dominique, dans le Haut-Rhin, pourquoi ces associations ne réclament-elles pas également l'interdiction de la vente d'alcool et du tabac, produits pourtant cancérigènes avérés?
Je pense que les associations seraient mieux placées pour y répondre. Ce qui est avéré, oui, c'est que ces produits-là, on l'a dit, ce sont des facteurs de risque importants avérés de certains types de cancers. Il n'y a pas d'interdiction, mais maintenant dans les campagnes de pub pour l'alcool, il y a obligation d'avoir, vous savez, le petit texte, un excès d'alcool nuit à la santé. Sur les bouteilles d'alcool, mais je pense que nos téléspectateurs ne le savent pas forcément parce que c'est en tout petit, mais il y a maintenant systématiquement en théorie un logo pour prévenir du risque pour les femmes enceintes. Effectivement, c'est pas interdit. Parce que le lien entre alcool et cancer, il est assez récent, il date des années 90. Hein. Il n'est pas si récent que ça, mais on va dire que le lien qui est un peu plus nouveau ou inquiétant, c'est le fait que la consommation même modérée d'alcool augmenterait le risque. Ah ouais. Dans Foodwatch, Jeanne Calment, parce que je savais que vous alliez dire ça, revendiquer son verre de Porto jusqu'à 122 ans. C'est vrai, mais il y a toujours des contre-exemples. D'accord. La génétique. La génétique, ça compte. Absolument, bien sûr. Vous avez des familles qui vivent, quelles que soient, je dirais, les consommations, qui ont un bon patrimoine. Hein, on peut parler de patrimoine génétique. Là, c'est l'exception. La vie n'est pas juste. Donc pour les associations, Foodwatch, il y a food, donc c'est alimentation, on est déjà très occupé, mais notre partenaire, la Ligue contre le cancer, bien sûr, est depuis des années aussi sur les sujets de l'alcool et du tabac. Alors je crois que c'est pas la Nouvelle-Zélande qui veut introduire pour les générations nées après 98 la consommation de tabac. Enfin, il y a des pays comme ça qui tentent d'interdire. Hein, il y a des pays qui imaginent une génération de no tabac. Sans tabac. Voilà, exactement. Alors, Finlande. Après, comment faire? Est-ce qu'on interdit la vente? Mais dans ces cas-là, il y aura sans doute du trafic illégal, etc. Déjà du trafic. C'est pas évident, bien sûr. Fait aux États-Unis à une époque, hein, c'était la prohibition. Pierre dans la Somme, pourquoi cette alerte sur le risque de cancer lié à l'aspartame, utilisée depuis des années, n'apparaît-elle que maintenant? L'aspartame est apparu dans les années 80 comme édulcorant. Il a été de plus en plus utilisé. Donc il y a dû y avoir des premières alertes, après des études qui ont été menées, parce que pour qu'il y ait alerte, il faut qu'il y ait des études, et ça prend du temps. Des études menées sur des animaux, alors on a bourré d'animaux l'aspartame? Mais même chez des humains, chez des animaux et chez des humains, pour essayer d'analyser, en comparant, c'est toujours pareil, on prend une cohorte de personnes qui prennent une certaine dose d'aspartame, d'autres qui n'en prennent pas, et puis on regarde les effets que ça peut induire chez ceux qui en prennent. Et là, on s'est mobilisé parce que face à l'inaction politique, en fait, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des... Il y a des pays qui ont interdit l'aspartame? Pas à ma connaissance. Ah ouais. Pas à ma connaissance. Ça fait plus de 30 ans en tout cas qu'il y a des études scientifiques qui alertent. Là, il y a eu du coup la décision, la classification qui a failli manifestement être sur cancer probable, mais peu importe, cancérogène probable, mais disons qu'il y a une classification en tout cas qui pointe un risque. On attendait une décision politique, on voit qu'il n'y en a pas, du coup on se mobilise et c'est pour ça que ça remonte dans l'actualité. C'est une bonne chose parce qu'il faut l'interdire et protéger les gens. Didier, est-il évident que l'augmentation du nombre de cancers, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes, est due à tous ces agents chimiques, docteur Jean Bibaud? Non, pourtant je pensais avoir été clair. Non, c'est pas évident. On ne sait pas encore très précisément pourquoi c'est en train d'augmenter. Et donc c'est ça la science. On progresse petit à petit. On fait des hypothèses qui parfois sont vraies, parfois sont fausses. On tâtonne. Chez les enfants également, quand on parle de cancer chez les jeunes, on parle de cancer qui augmente chez les enfants aussi? Oui, enfin les cancers chez les enfants augmentent aussi, mais c'est pas non plus les mêmes facteurs de risque. C'est entre guillemets encore moins clair chez les jeunes enfants que chez les jeunes adultes. Est-ce que plus on est jeune, plus un cancer est grave et se guérit mal? Alors, il n'y a pas de règle globale. Ce qu'on peut dire, c'est que pour un enfant qui malheureusement est atteint par une maladie cancéreuse, c'est quand même des taux de guérison situés entre 80 et 90%. C'est énorme. C'est une très bonne nouvelle quand même. C'est pas non plus une règle. Malheureusement, il y a aussi des enfants qui ont certains types de maladies, notamment certains types de tumeurs cérébrales, qui sont extrêmement difficiles à traiter. Donc il n'y a pas de règle malheureusement. Quels sont les cancers là où on a fait le plus de progrès dans la guérison? Clairement, les progrès dont on parle d'ailleurs dans le livre, c'est parmi lesquels on peut retrouver l'immunothérapie. Il y a le mélanome, où vraiment ça... Donc le grain de beauté. Voilà. Le poumon, où vraiment aussi l'immunothérapie a changé complètement les choses. Et puis le cancer du sein aussi, on fait beaucoup de progrès. La prostate... Quand vous dites beaucoup de progrès, ça veut dire qu'on en guérit quoi, 80% aujourd'hui? On n'en guérit pas encore tout à fait 80%. Ça dépend aussi du stade auquel il est diagnostiqué. Et donc ça permet de repasser le message du dépistage. Plus vous allez diagnostiquer tôt, plus vos chances de guérir vont être élevées. Donc le dépistage sauve véritablement des vies. Et donc malheureusement, si vous êtes diagnostiqué à un stade avec des métastases, par exemple, les chances de guérison sont plus faibles. Donc voilà, il faut comprendre que les choses ne sont pas totalement figées et totalement claires sur ces différents points. Est-ce qu'un jour on dira, vous avez un cancer, comme on dit, vous avez la grippe? Peut-être. On n'y est pas encore tout à fait, mais on peut dire qu'on n'a jamais été aussi proche.
C'est une bonne nouvelle, ça, quand même. C'est la versant optimiste de voir les choses. Marc en Savoie, issu d'une famille de cancéreux colorectaux, je ne mange que du bio non transformé. Résultat, rien aux examens à 63 ans. Bravo. Non, mais c'est la preuve que les facteurs, ce que l'on mange... Vous parliez justement de facteurs prédictifs. Il y a un facteur de risque qui est plus qu'évident. La personne a mis vraiment toutes les mesures en place, c'est-à-dire une alimentation saine, une alimentation surveillée, une activité certainement, et la fierté de savoir qu'elle a réussi à faire mieux que ses grands-parents ou ses parents. C'est la fin de cette émission. Merci.